Oui, c'est pas exactement une première étude, un premier bilan, c'est la première version préliminaire, le mot préliminaire est important, d'une évaluation de cette mesure. Alors, c'est préliminaire à la fois parce que ça ne représente que mon point de vue, ça n'a pas encore été discuté par le comité, et je ne doute pas que les membres du comité vont faire des observations, des critiques, des ajouts, des contradictions. Et c'est même préliminaire par rapport à moi-même, parce que chaque jour qui passe, je trouve des idées nouvelles que je n'ai pas encore eu le temps d'incorporer. Donc, ce document existe, il peut être utilisé, mais il doit être utilisé avec la mention d'un document provisoire qui n'engage pas le comité et qui n'est qu'un moment d'une pensée en marche, si j'ose dire. C'est un document de travail. C'est un document de travail, voilà. Alors, d'après nos informations, les premières conclusions de ce rapport seraient que non seulement ça ne permettrait pas de sauver 400 vies, comme l'annonçait le gouvernement, mais qu'en outre, le coût serait de 3,8 milliards pour la collectivité. Oui, alors ce que je fais, c'est une évaluation, tout ce qu'il y a de plus classique, une analyse coût-bénéfice, que d'ailleurs la loi française rend obligatoire pour tous les projets et les décisions importants. Et dans une analyse coût-bénéfice, on examine à la fois des coûts et des bénéfices, comme le nom le suggère. Alors, les coûts, c'est bien entendu, d'abord les bénéfices de l'opération, c'est, selon toute probabilité, une diminution des accidents, des tués et des blessés, qu'il faut essayer d'évaluer correctement. Mais il y a aussi des coûts qui sont très importants et qui sont d'ailleurs évidents, c'est que si on va moins vite, on met plus de temps et donc il y a du temps qui est perdu et il faut prendre en compte cette perte de temps. Alors, j'ai essayé de rassembler les informations qui permettent de mettre des chiffres sur tout cela. Alors on peut commencer par le nombre des victimes. Il n'y a pas de doute que toute chose égale par ailleurs, la vitesse est un facteur d'accidentalité. Mais la question est de savoir quelle est son importance, parce qu'une minute de réflexion montre que la vitesse n'est pas le seul facteur d'accidentalité. On le sait d'ailleurs, il y a toutes sortes d'enquêtes et d'études parfaitement officielles qui montrent que l'état du véhicule, l'état de la route, la météorologie, l'alcool, la drogue de plus en plus, la jeunesse du conducteur, qu'il y a toutes sortes de facteurs qui sont aussi la cause de beaucoup d'accidents et de décès. Et il est évidemment difficile de distinguer ce qui est lié à la vitesse et ce qui est lié à ces autres causes. Et cependant, c'est nécessaire si on veut évaluer une mesure. On peut noter d'ailleurs qu'il y a des tas de cas, notamment en France, où on a eu à la fois une forte augmentation de la vitesse moyenne et une forte diminution du nombre des morts. Si vous regardez ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années, on roule en moyenne beaucoup plus vite et il y a, grâce à Dieu, 2 ou 3 fois ou 4 fois par rapport au nombre de véhicules kilomètres, de moins de décès. Un autre exemple, par type de route, les routes sur lesquelles on va le plus vite sont celles sur lesquelles il y a le moins de décès. Au kilomètre, il y a beaucoup moins de décès sur les autoroutes que sur les routes nationales, que sur les routes départementales et que en ville. Toutes choses égales par ailleurs. Alors personne, sauf à être stupide, n'établirait entre ces corrélations-là une causalité. Il dirait que c'est parce qu'on roule plus vite qu'il y a moins de morts. Ce serait idiot. Mais enfin, ça veut dire que la proposition inverse, qu'il suffit de rouler moins vite pour qu'il y ait moins de morts, n'a pas non plus l'évidence qui est représentée.
Alors, une évaluation sérieuse est d'autant plus importante que la façon dont ce problème est abordé, à la fois par le gouvernement et par la presse, est quelque chose d'absurde. On nous publie chaque mois l'évolution du nombre de tués sur l'ensemble du réseau, y compris sur les autoroutes, y compris en ville, tout lieu où la mesure considérée de diminution de la vitesse maximale ne joue absolument aucun rôle. On nous dit ça aussi sans nous dire quelle est la quantité de gens qui roulent. Bien entendu, s'il y a moins de gens, il y a moins de morts, tout chose égale par ailleurs, et s'il y a plus de gens, il y a plus de gens qui roulent. Donc, s'appuyer sur des chiffres qui sont globaux, comme on le fait, pour tirer des conclusions sur cette mesure et le degré zéro de l'évaluation. Et dans tous les pays du monde, un élève de 3 ou 4e année qui écrirait ce qu'écrivent un certain nombre d'officiels se verrait mettre un zéro pointé par son professeur. Donc il faut évidemment procéder d'une autre façon. La première chose à faire, c'est de regarder le nombre de décès qu'il y a sur les routes qui bénéficient ou qui sont affectées de cette diminution de vitesse maximale. Ça fait à peu près la moitié des morts, enfin la moitié seulement. Ensuite, il y a, donc on est du côté de 1700. Ensuite, on a déjà des études qui montrent que le pourcentage des accidents dus à la vitesse est du côté de 30%, c'est-à-dire qu'il y a 70% des accidents dans lesquels la vitesse n'intervient pas du tout. Ça veut dire qu'il faut prendre seulement 30% de ces 1700, si nous met du côté de, je ne sais plus, 500 ou 600, quelque chose comme ça. Et c'est seulement sur ces 5 ou 600, ce qui est beaucoup d'ailleurs, il mérite qu'on s'en occupe, qu'une diminution risque d'arriver. Alors, de combien, ça, là-dessus, on n'a pas vraiment, pour le moment, les moyens de le savoir véritablement. Mais je voudrais dire un mot aussi sur les coûts, parce que les coûts sont considérables et ils sont plus importants et ils sont plus faciles à déterminer. Si on roule moins vite, on met plus de temps. N'importe qui peut comprendre ça. Et mettre plus de temps, manger du temps, c'est quelque chose qui a un coût. En vérité, la quasi-totalité des investissements de transport dont on se demande s'il faut faire un TGV ou s'il faut faire une autoroute, on regarde les bénéfices, et les bénéfices, c'est le temps gagné. Alors on mesure des heures, en l'occurrence c'est assez facile. Alors ensuite on transforme ces heures en valeur avec une valeur de l'heure. Alors là-dessus on peut discuter beaucoup parce que la valeur de l'heure dépend de si c'est pour le travail ou si c'est pour se promener. Malheureusement aussi si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre. Mais ces calculs ont été faits par le gouvernement. Il y a toutes sortes d'études, de commissions qui ont donné des valeurs qu'on appelle tutélaires, qui sont celles que l'on applique pour tous les projets. Donc on est en moyenne pour quelque chose comme 14 € de l'heure, donc on calcule le nombre de millions d'heures qui sont perdues, on multiplie par 14 € et on est du côté de 4 milliards, ça veut dire qu'il y a 4 milliards qui sont perdus et qu'il faut mettre en parallèle avec les gains de vies sauvées et d'accidents évités et de blessés évités qui sont très réels, que l'on peut aussi mesurer en valeur. Il y a des gens que ça choque beaucoup que l'on mette de l'argent sur une vie humaine, et je comprends très bien ça, mais il y a aussi des bonnes raisons de le faire, et il y a des textes juridiques qui le rendent obligatoire. Alors à ce stade, j'arrive à des ordres de grandeur qui valent ce qu'ils valent, à savoir que le coût du temps perdu est beaucoup plus élevé que la valeur des vies sauvées, 5 ou 6 fois plus élevé, ce qui veut dire que même si l'on
change les chiffres en affinant les calculs, il est pratiquement inconcevable qu'on puisse montrer que c'est au total une bonne affaire. Deuxièmement, on a aussi de bonnes certitudes sur le fait que des choses comme les carburants économisés et le CO2 économisé avec ces carburants qui sont réels sont en fait très faibles, se trouvent être très faibles. Il ne suffit pas de dire en théorie ça va économiser, oui c'est vrai, mais en réalité quand on calcule, et là on a de bonnes estimations, on est dans des chiffres qui sont considérablement plus faibles que les deux autres coûts qu'on a estimés. Et puis il y a un dernier point qui est quand même très très important à souligner, c'est que ces coûts et ces bénéfices pèsent beaucoup plus lourdement sur les provinciaux pauvres que sur les Parisiens riches. On a un exemple typique d'une mesure prise par des Parisiens, des gens comme vous êtes Parisien, comme moi en tout cas. Moi, cette mesure ne m'affecte nullement parce que, ou bien je me déplace dans l'agglomération parisienne à 50 km à l'heure, dans le meilleur des cas, ou bien je prends une autoroute et je roule à 130 km à l'heure pour aller sur mon lieu de vacances. Et donc, je ne suis pratiquement jamais sur des routes dont la vitesse va diminuer. Et mon cas est celui d'un très grand nombre de gens qui, à Paris, dans la presse, dans les cabinets ministériels, utilisent très peu leur voiture. En revanche, pour les habitants de la Creuse, qui n'ont pas d'autre façon de se déplacer, eux supportent plein pot tous ces coûts et tous les bénéfices aussi, d'ailleurs. Mais ce point est tout à fait important, et on se demande d'ailleurs comment et pourquoi l'État central est venu se mêler de cette affaire, au lieu de laisser les départements qui possèdent et qui gèrent et qui entretiennent les routes départementales. Ils sont tout de même mieux placés que des cabinets ministériels de la rue de Varennes pour savoir quels sont les endroits où il serait raisonnable d'obliger les gens à ralentir, d'élargir éventuellement. Et on se demande comment, dans un domaine où la décentralisation est si évidemment la réponse, ce qui n'est pas le cas de tous les domaines, bien entendu, on a été prendre une mesure jacobine centralisatrice. C'est un point qu'il faut souligner parce que cet exemple de mesures prises par des Parisiens et payées par des pauvres Creusois ne sont malheureusement pas les seuls et sont l'une des raisons de la crise actuelle que nous connaissons. Des Gilets jaunes. Merci, monsieur le professeur. Voilà.